Chers amis, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de La Science te parle. Aujourd'hui, nous allons parler du coronavirus, alias le Covid-19, alias le SARS-CoV-2, alias la petite bébête de 125 nanomètres de diamètre qui nous cloue tous à la maison. Comme quoi, contrairement à l'adage populaire, c'est parfois les petites bêtes qui mangent la grosse. Aujourd'hui, nous allons parler de sa biologie et il est important de le faire lorsque l'on sait que 26% des Français, plus du quart de la population française, pensent que ce virus a été créé en laboratoire. Par définition, un virus est un agent infectieux nécessitant un hôte, souvent une cellule dont il utilise le métabolisme et les constituants pour se répliquer. Autrement dit, un virus doit nécessairement entrer dans une cellule animale, une cellule végétale ou bactérienne, on parle ici de bactériophages, pour pouvoir se répliquer, c'est-à-dire se multiplier. Je dirais presque pour vivre si un virus était une entité vivante. Il existe peu ou prou 130 virus pathogènes chez l'humain. Le dernier reconnu en date est bien évidemment le SARS-CoV-2, autrement nommé Covid-19. Ces virus pathogéniques sont responsables d'un certain nombre de pathologies aiguës, mais également, et ce n'est pas négligeable, entre 15 et 20% des cancers. Les coronavirus appartiennent à la grande famille des nidovirales, qui elle-même est subdivisée en 3 sous-groupes comme vous pouvez le voir sur ce schéma. Le sous-groupe des coronavirus est quant à lui divisé en 4 sous-unités que l'on nomme tout simplement alpha, bêta, gamma et delta. Les coronavirus alpha et bêta affectent essentiellement les oiseaux, alors que les 2 autres affectent les mammifères dont l'humain. Certains mammifères hôtes peuvent transmettre les virus à l'humain, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Les premiers coronavirus ont été découverts chez les animaux domestiques, à savoir les bovins et les félins, il y a 80 ans. Jusqu'au SARS-CoV-2, autrement nommé Covid-19, 6 virus de la famille des coronavirus étaient connus comme pathogènes chez l'humain. Vous trouverez leur nom et la date de leur première description sur l'image à l'écran. 4 d'entre eux sont endémiques, c'est-à-dire qu'ils sont pour l'instant cantonnés à une région particulière, tandis que 2, le MERS-CoV et le SARS-CoV-1, sont devenus des épidémies, c'est-à-dire qui affectent un certain nombre de pays. Seul le SARS-CoV-2, décrit en 2019, en décembre, est devenu pandémique, c'est-à-dire qu'il affecte le monde entier. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Ceci étant, le MERS-CoV a fait l'objet d'un séminaire The Lancet, l'une des plus grandes publications médicales au monde, en début d'année. La communauté scientifique, en grande part, car il y a toujours des réfractaires, est en alerte face aux dangers que peut représenter ce coronavirus. En décembre 2019, on comptait 2499 cas dans 27 pays, essentiellement moyen-orientaux comme vous pouvez le voir sur la carte, pour 858 décès, soit un taux de mortalité de 34,3%, ce qui est énorme. Bien évidemment, tous les cas ne sont sans doute pas recensés, et donc un certain nombre de décès aussi pour le coup. L'ensemble des coronavirus qui affectent l'humain provient de mutations d'un coronavirus animal. Ce sont des zoonoses. C'est donc par la protéine nommée S que débute le cycle de vie d'un coronavirus, c'est-à-dire son attachement à la cellule hôte. Le site que l'on nomme RBD pour Receptor Binding Domain, ou en français le domaine de fixation au récepteur, dépend de chaque coronavirus. Il est impératif de définir, de caractériser ce RBD, car c'est généralement ce domaine de la protéine S qui servira de base à la création d'un vaccin ou d'un anticorps qui donnera un antiviral. C'est-à-dire qu'ici, on va empêcher le virus de rentrer dans la cellule. Le RBD de la protéine S du SARS-CoV-2 a une très grande affinité pour l'enzyme de conversion de l'angiotensine de type 2, nommé ACE2 en anglais. Comme vous pouvez le voir sur le schéma que je vous ai préparé, ACE2 induit la conversion de l'angiotensine 2 en angiotensine 1,7. Il va cliver l'angiotensine 2 pour donner l'angiotensine 1,7. L'angiotensine 2 est le principal facteur conduisant à la synthèse de l'aldostérone, protéine que vous avez sans doute entendu parler, qui elle joue sur le volume des fluides et régule la pression artérielle. Il a également été démontré que lorsque le SARS-CoV-2 pénètre dans la cellule hôte, il y a une diminution de la quantité de ACE2 conduisant à une augmentation de l'angiotensine 2, comme je l'indique sur le schéma que je vous ai préparé. Cette augmentation conduit à des lésions pulmonaires et à une augmentation de la pression artérielle notamment. Il y a donc, et ceci est important, aujourd'hui un débat sur l'utilisation de médicaments pour contrôler la pression artérielle et leur rôle dans les effets néfastes d'une infection au SARS-CoV-2. En effet, parmi les patients admis en réanimation,
une large part d'entre eux sont hypertendus. Toutefois, certains médecins estiment que c'est plus certainement dû à l'âge qu'à la prise d'antihypertenseurs. Un commentaire publié dans le New England Journal of Medicine le 31 mars de cette année, le New England Journal of Medicine est la plus grande revue médicale au monde, The Lancet tout à l'heure qu'on a vu c'est la seconde, estime inefficace l'arrêt des thérapies antihypertensives en cas d'infection au SARS-CoV-2. Dans cette diapositive, vous trouverez leur conclusion exacte. Dans cette lettre publiée par le Journal of Hypertension le 3 avril 2020, qui est une méta-analyse des données actuelles, c'est-à-dire des statistiques sur les données actuelles, il est indiqué que parmi les patients atteints de syndrome sévère, donc du SARS-CoV-2, entre 31 et 40%, souffrent de problèmes d'hypertension, 14,5% de divers problèmes cardiovasculaires, et entre 10 et 12% d'entre eux, 10 et 12%, seraient diabétiques. Ainsi, si les maladies cardiovasculaires et leur thérapie qui affectent le niveau d'ACE2 semblent jouer un rôle dans l'aggravation des symptômes du SARS-CoV-2, il n'y a encore, par manque de données, il n'y a pas aucune preuve formelle. Ainsi, et je dois insister ici, quoi que vous puissiez entendre sur les réseaux sociaux, n'arrêtez pas vos traitements contre l'hypertension et les pathologies associées. N'arrêtez pas vos traitements. Dans tous les cas, parlez-en à votre médecin si vous avez un doute. Concluons par les voies possibles thérapeutiques. Il serait trop long d'en discuter car beaucoup de stratégies sont mises en place. Sur ce schéma provenant de Lucerna Chemical, une industrie pharmaceutique, vous trouverez un résumé de ces stratégies. Cependant, vous constaterez que la connaissance du cycle du virus est indispensable à la mise en place de ces stratégies qui sont nullement concurrentielles entre elles. Nous en arrivons à la fin de cette vidéo, il est temps de conclure. Vous avez vu que les coronavirus sont connus depuis longtemps, affectent l'homme depuis longtemps, mais ces dernières années, 5 nouveaux ont été découverts, ce qui fait en moyenne 1 tous les 4 ans. Quand on dit découvert, c'est-à-dire qu'il est devenu transmissible, il est passé de l'animal, la zoonose est passée de l'animal à l'homme, il est devenu transmissible à l'homme. Et pourquoi cela? Je vous ai dit, et ce sont les études qui le montrent, c'est le fait qu'il y a une déforestation dans certains pays d'Asie, qu'il y a un réchauffement climatique faisant que, comme on empiète sur les espaces naturels, notamment ceux des forêts vierges, les animaux sauvages se déplacent dans les villes et les populations sont obligées de manger ces animaux-là. Du coup, on a plus de maladies, notamment les coronavirus, qui arrivent. Ce qui fait que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, le confinement de la moitié de la population humaine, plus de 3 milliards d'individus sont aujourd'hui confinés. On nous parle d'événements exceptionnels, mais ça ne sera pas exceptionnel à l'avenir si nous continuons à avoir le même mode de vie. Aujourd'hui, je voulais vous parler, pour terminer ceci, d'un livre du chercheur américain Jared Diamond qui s'appelle « Effondrement » et qui nous parle de l'effondrement des sociétés, de l'effondrement des civilisations dû au fait qu'elles n'ont pas su gérer leur environnement. La question est de savoir si cela ne va pas se passer également pour nous. On voit très peu en réalité en Europe l'effet du changement climatique et il y a un chercheur australien qui disait que on ne le voit pas en Europe mais on le voit beaucoup en Australie et aux États-Unis avec les feux qu'il y a. Et rappelez-vous que l'Australie a pratiquement brûlé à moitié l'année passée. Aujourd'hui, nous avons un des effets de ce réchauffement climatique, un des effets de cette déforestation qui arrive chez nous en Europe, qui sont les coronavirus, que ce soit le SARS-CoV-1 ou le SARS-CoV-2. Et vous avez vu que le MERS-CoV, aujourd'hui, il ne semble pas que ce soit un danger potentiel, mais on rappellera les chiffres, 34% de mortalité pour ce coronavirus, et le jour où il deviendra une pandémie, ce sera encore plus problématique que le SARS-CoV-2 que l'on gère aujourd'hui. Donc pensons notre modèle de société. Je crois que ce n'est pas quelque chose où il faut dire il y a la droite, la gauche, chacun a bien sûr ses idées là-dessus, mais nous devons penser ce modèle de société. Et le SARS-CoV-2 nous dit oui, on a un effet sur la planète et il est temps de réagir. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo pour La Science te parle.